Une des grandes questions à laquelle ce nouveau siècle devra répondre, c'est l'existence des extraterrestres. Il y a pour cela deux pistes et les scientifiques travaillent très sérieusement à résoudre cette énigme. La première piste est simple. Y a-t-il une vie extraterrestre? Eh bien, vous allez voir qu'on trouve des indices de cette vie d'ores et déjà sur Terre. Chaque jour, il tombe plus de 100 tonnes de météorites sur Terre. Et c'est en étudiant ces matériaux qui viennent des quatre coins de l'univers que l'on espère prouver que la vie n'est pas une exclusivité de notre planète. Nous sommes au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, dans la galerie de minéralogie. On appelle cet endroit la salle du trésor, difficile d'y pénétrer. C'est ici, à l'abri de portes et de vitres blindées, que l'on conserve les pierres précieuses. Parmi elles, ces cailloux qui n'ont l'air de rien, mais qui sont pourtant d'une valeur inestimable. Ce sont des météorites, des pierres tombées du ciel. Et ce sont elles qui intéressent au plus haut point les deux chercheurs. Ce qu'ils espèrent y trouver, la preuve irréfutable que la vie existe ailleurs que sur Terre. Nous pensons que les briques, c'est-à-dire les molécules organiques qui ont permis l'émergence de la vie sur Terre, une grande partie de ces briques a été formée dans l'espace et a été apportée sur Terre, dans les océans de la Terre, par les météorites. Et le deuxième aspect, on espère que les météorites ont pu apporter, ce sont de bons véhicules pour apporter sur Terre peut-être des bactéries fossilisées et voire même des bactéries vivantes. Dans cette météorite tombée il y a 30 ans en Australie, les scientifiques ont découvert une véritable mine. Ils ont trouvé du carbone, des acides aminés et des constituants d'ADN. Presque tout ce qu'il faut pour faire un être vivant. Ces ingrédients viennent de l'espace. L'univers n'est pas aussi stérile qu'on le croyait. Pour en être sûr, les scientifiques ont décidé d'étudier de près les comètes, ces gros cailloux qui voyagent dans l'espace, et ils préparent une mission incroyable. Une sonde va bientôt se poser sur l'une d'entre elles, la comète Virtanen. Elle analysera la composition du noyau, un noyau qui semble très riche en molécules de toutes sortes, des molécules indispensables à la vie. Ce sont peut-être les comètes et les météorites qui ont apporté ces molécules sur Terre il y a 4 milliards d'années. Si c'est le cas, elles ont pu le faire n'importe où dans l'univers. La vie a donc pu se développer sur d'autres planètes, et peut-être pas très loin de chez nous. Les planètes de notre système solaire, si arides en apparence, abritent sans doute des formes de vie primitives. Comme nous ne disposons pas d'échantillons de sol provenant de ces planètes, les exobiologistes tentent de recréer ces mondes extraterrestres en laboratoire. C'est ce qu'ils ont fait ici, à l'université de Créteil. Dans cet énorme tube, les scientifiques ont mis de l'azote, un peu de méthane et quelques hydrocarbures. Ils ont recréé exactement l'atmosphère de Titan, l'un des satellites de Saturne. C'est la seule planète du système solaire à posséder une atmosphère aussi dense que celle de la Terre. Le but de cette expérience, savoir si la vie extraterrestre peut s'y développer. Et pour ça, il faut d'abord trouver des endroits propices. Propices à abriter la vie, mais aussi propices à ce que la vie puisse y apparaître. Sur Titan, on s'attend à ce qu'il y ait toutes les molécules faites de carbone qui ont conduit à la vie sur Terre, mais il manque cet ingrédient indispensable, l'eau liquide, qui permet à toutes ces molécules de se complexifier. L'eau liquide reste indispensable au développement de la vie. Et là où les exobiologistes comptent bien trouver des organismes vivants, c'est sur Mars, même si cela fait longtemps qu'on ne croit plus aux Martiens. Il y a plus d'un siècle, on pensait à une vie intelligente et technologiquement avancée sur Mars. Maintenant, on pense à la possibilité d'une vie microscopique, d'une vie élémentaire, d'une vie faite de bactéries ou de micro-organismes, peut-être analogues à ceux qu'on connaît sur Terre. Car les scientifiques savent qu'il y a encore de l'eau sur Mars enfouie dans le sous-sol. Et ils s'interrogent toujours sur les résultats des analyses effectuées par les sondes américaines. Ont-elles découvert de la vie en 1976? Pour en avoir le cœur net, de nouvelles sondes vont se poser sur cette planète d'ici 5 ans. Leur mission, ramener des échantillons et surtout chercher de l'eau et des bactéries martiennes. Dans notre système solaire, il y a un autre endroit où l'on est sûr de trouver de l'eau liquide. C'est Europe, un des satellites de Jupiter situé à plus de 800 millions de kilomètres de la Terre. La planète est entièrement recouverte d'une croûte de glace. Cette croûte semble cassée par endroits et ressemble à une banquise. Sous la glace, il y a sûrement un océan dans lequel on devrait trouver de la vie. Avant de se rendre sur Europe, les exobiologistes vérifient leur théorie ici. Nous sommes au beau milieu de l'Antarctique, à la station russe de Vostok. Les scientifiques sont persuadés que les conditions qui règnent ici sont les mêmes que sur Europe. Sous 4 km de glace, on vient d'y découvrir un lac isolé du monde depuis 500 000 ans. Les chercheurs ont réussi à effectuer un forage jusqu'à moins 3600 mètres. Ils ont atteint une glace faite de l'eau du lac qui a regelé.
Pour le moment, il n'est pas question de toucher ce lac profond de 500 mètres. On risquerait de le polluer. C'est ici, au laboratoire de glaciologie de Grenoble, qu'on étudie une partie des échantillons de Vostok. Mais c'est dans le lac, et surtout dans les sédiments qui se sont déposés au fond, que les biologistes pensent qu'on peut trouver de la vie. Il me semble que s'il y a une zone intéressante à aller étudier, c'est la zone du fond du lac. Bien évidemment, aujourd'hui, elle n'est pas encore accessible. Quand on regarde la qualité de la glace de regel, qui normalement représente la qualité de l'eau, c'est de l'eau très pure. Si à un moment vous avez du matériel, eh bien c'est du matériel qui a pu se déposer au fond. On n'oublie pas que c'est un lac relativement calme, hein, il n'y a pas d'écoulement, ce n'est pas une rivière. Donc au fond on peut avoir une sédimentation et dans cette sédimentation avoir des organismes. S'il y a de la vie dans ce lac, il y a de la vie sur Europe et elle ressemblera peut-être à ça. Ces oasis des grandes profondeurs découvertes au fond de l'océan Pacifique, là où on pensait que rien ne pouvait vivre. Des poissons, des crustacés qui vivent à plus de 11 km de la surface, aux côtés de ces fumées noires des cheminées volcaniques. Un enfer. Près des cheminées, il fait plus de 100 degrés. L'obscurité est totale et pourtant, il y a de la vie. D'ici 10 ans, une sonde partira pour Europe. Si on y trouve des créatures extraterrestres, on saura que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et qu'au-delà de notre système solaire, il y a peut-être d'autres planètes bleues comme la Terre et donc d'autres civilisations. Ces recherches vont bientôt nous donner des réponses sur l'abondance de la vie dans l'espace. S'il se confirme qu'il y a de la vie sur Mars, si on en trouve des traces sur le satellite Europe, cela veut dire qu'il y a de très grandes chances d'en trouver partout ailleurs dans l'univers. Il y a une deuxième grande question. Y a-t-il quelque part une vie, une civilisation intelligente avec qui nous pourrions communiquer? Là encore, les scientifiques y croient, ils se sont mis au travail et pas que les scientifiques d'ailleurs. Regardez. Cet appareil sera le premier à entrer en contact avec les extraterrestres. Comme chaque année, cet homme, un astronome américain, s'installe pour quelques semaines avec son équipe à l'observatoire d'Arecibo, sur une île des Caraïbes, Puerto Rico. Il n'a qu'une seule certitude, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ce qu'il vient chercher ici, c'est un message, la preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre. Et pour cela, il dispose d'un budget annuel de 23 millions de francs et d'un outil unique sur Terre, cet immense radiotélescope. Construit en pleine jungle, il y a un peu plus de 35 ans, il écoute les bruits du cosmos. C'est le plus gros radiotélescope du monde. Il fait 305 mètres de diamètre. Et c'est important qu'il soit très grand, car plus il est grand, plus il est sensible, et cela compte beaucoup parce que nous recherchons des signaux très faibles qui viennent des extraterrestres, et pour cela, il faut un télescope qui soit très sensible. Et le télescope d'Arecibo est si sensible qu'il peut capter des ondes radio venues du plus profond de l'univers. Avec lui, on pourrait entendre un téléphone portable sonnant sur Jupiter à plus de 800 millions de kilomètres de la Terre. C'est exactement ce que Seth Shostak espère enregistrer un jour. Ça doit bien faire 170 mètres de haut, et ça, ce sont les plus gros câbles métalliques du monde. Nous écoutons les ondes hertziennes, après tout, c'est un radiotélescope. Ce sont des ondes comme celles que l'on trouve chez soi dans son four à micro-ondes. Elles peuvent aller facilement d'une étoile à l'autre sans être gênées par les interférences ou les poussières qu'il y a entre les étoiles. Quand on veut communiquer dans l'espace, utiliser les ondes hertziennes est un bon moyen. À chaque instant, nos télévisions, nos radios ou nos satellites émettent des ondes hertziennes, des ondes qui partent dans l'espace. Et le pari de Seth Shostak, c'est que s'il existe une autre civilisation quelque part dans l'univers, elle fait sûrement la même chose. Ce qu'il cherche à capter, c'est un signal émis sur une fréquence hertzienne, car un tel signal ne peut être qu'artificiel, créé par un être vivant. En fait, il utilise le radiotélescope comme un immense récepteur radio, en écoutant chaque fréquence exactement comme quand on recherche une station sur son poste radio. Nous n'avons pas d'écouteurs comme Jodie Foster dans le film Contact. En fait, ce sont les ordinateurs qui font tout le travail et en plus, ils ne se plaignent jamais et ils ne font pas de pause café. Et il vaut mieux se faire aider par des ordinateurs. Le télescope a beau être le récepteur radio le plus sensible du monde, la tâche est immense. Car si quelque part des extraterrestres émettent des ondes radio, on ne sait pas sur quelle fréquence ils choisiront de le faire. Il y a en tout 2 milliards de canaux, donc autant de possibilités. 2 milliards de canaux, et ça pour chaque point du ciel. De plus, le télescope n'écoute pas la totalité de l'espace.
Malgré sa taille, l'équivalent de 25 terrains de football, le miroir du télescope ne capte que les ondes venant d'une infime partie du ciel. Les scientifiques n'ont aucune idée de l'endroit d'où elles peuvent provenir. Seule certitude, s'il existe une civilisation extraterrestre, elle vit sur une planète près d'une étoile. Il faut donc essayer chaque étoile au hasard. Et rien que dans notre galaxie des étoiles, il y en a des milliards. Il est 18 h, le soir tombe sur Arecibo. Une nouvelle nuit d'écoute commence. Le télescope se positionne. La première cible choisie est une étoile située à 110 années-lumière de la Terre, soit plus de 100 000 milliards de kilomètres. Dans la salle de contrôle, Seth et ses collègues se préparent pour une longue nuit d'attente. C'est donc l'ordinateur qui fait tout le travail. Pour passer au crible toutes les fréquences possibles, cela prend des heures. Vers 10 h, l'ordinateur donne une première alerte. Ce trait sur l'écran, c'est le signe qu'il a entendu quelque chose. Il est là, et on peut voir qu'il baisse en fréquence, comme un satellite. J'ai bien peur que ce soit un satellite. Nous l'avons entendu même lorsque nous avons pointé loin de l'étoile. Quelle que soit sa nature, ça vient des êtres humains. Pour en être certain, Seth déplace de nouveau le télescope. L'ordinateur perçoit toujours le même signal. Celui-ci ne vient décidément pas du fin fond de l'univers, mais de bien plus près. Nous avons vérifié ce signal. Nous ne le voyons pas seulement lorsque nous nous dirigeons vers l'étoile, nous le voyons aussi lorsque nous nous orientons loin d'elle. Alors c'est sûr que cela ne vient pas de l'étoile. En 4 ans, Seth n'a rien entendu d'autre que des satellites. Pourtant, il a déjà écouté 500 étoiles dans un rayon de 50 à 200 années-lumière. Aucune vie intelligente n'habite ces systèmes solaires, ou alors, elle ne se sert pas encore des ondes radio. La nuit d'écoute se termine, mais Seth est sûr de lui, un jour, il entendra quelque chose. Je ne suis pas déçu, nous n'avons pas trouvé d'extraterrestres, le matériel n'a pas très bien fonctionné, mais c'est pareil toutes les nuits. Et un beau jour, tout ça va changer et ce sera un très beau jour. Mais Seth Shostak n'est ici que 6 semaines par an. À Arecibo, le reste de l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces appareils enregistrent les signaux du ciel. Ils sont stockés dans cet ordinateur, reliés au monde entier, dans l'attente d'être analysés. Reste encore un détail. À quoi ressembleraient ces extraterrestres? Les scientifiques se mettent à rêver, mais seul, bien sûr, l'avenir nous le dira. Le moteur d'Ariane 5 est le moteur le plus puissant jamais construit par l'homme. Et de la puissance, il en faut pour arracher à la Terre les 700 tonnes de la fusée. Pourtant, ce moteur, dans son principe, est d'une extrême simplicité. Vous allez voir, la propulsion d'une fusée, c'est élémentaire. 3, 2, 1, top. Aujourd'hui, tout le monde est habitué au spectacle d'une fusée en train de décoller. Mais combien parmi nous savent vraiment comment fait cet engin de plusieurs centaines de tonnes pour s'élever à la verticale et atteindre rapidement une vitesse vertigineuse? Pour Ariane 5, 35 000 km/h au bout de quelques minutes. Pourtant, toutes les fusées actuelles utilisent un principe extrêmement simple de la physique, le principe de l'action et de la réaction. Démonstration sur un modèle très réduit avec les élèves d'un atelier scientifique. Que s'est-il passé? Un élastique a propulsé le tiroir en bois, c'est l'action. À cette force va correspondre une force égale et de sens opposé. C'est la réaction, c'est elle qui projette le chariot dans l'autre sens. Et on peut fabriquer des fusées à eau à partir du même principe. Il faut une bouteille en plastique avec un peu d'eau, des ailerons en carton, une pompe, et c'est parti. Ici, c'est la pression de l'air qui fait sauter le bouchon. L'eau va alors s'échapper à grande vitesse, poussée par l'air, c'est l'action. La réaction, c'est la fusée qui part en sens inverse, c'est-à-dire vers le ciel. C'est exactement le même principe qui est utilisé pour faire décoller une fusée spatiale. Elle se déplace à l'opposé des gaz qui s'échappent de sa tuyère. Toute la difficulté, bien sûr, c'est d'obtenir une très grande quantité de gaz et de les éjecter à très grande vitesse. Deux conditions nécessaires pour donner une forte accélération. Pour cela, on utilise une réaction chimique que tout le monde connaît, la combustion. Au départ, il y a dans la fusée deux réservoirs, remplis l'un d'oxygène, l'autre d'hydrogène. Sur le moteur Vulcain d'Ariane 5, l'hydrogène arrive par là, passe dans la pompe hydrogène. Dans ce tuyau, là, il arrive à haute pression et il va pénétrer dans la chambre de combustion. Là, il va se mélanger avec l'oxygène qui fait le même type de trajet en sortant de la pompe oxygène pour être introduit dans la chambre de combustion.
Dans cette chambre de combustion, quand 1 kg d'hydrogène rencontre 6 kg d'oxygène, cela forme 7 kg de vapeur d'eau à 3500 degrés. À cette température, la vapeur d'eau occupe un énorme volume. Elle ne tient plus dans la minuscule chambre de combustion et s'échappe par la tuyère à la vitesse de 3000 mètres par seconde. Donc, la fumée d'une fusée, c'est de la vapeur d'eau. Si sur cette image vous voyez des flammes, c'est uniquement à cause de la poudre brûlée par les moteurs d'appoint, les boosters, qui donnent un petit coup de pouce au décollage. Chaud en bas, glacé en haut, pour gagner de la place, l'oxygène et l'hydrogène sont stockés sous forme liquide dans les réservoirs à moins 200 degrés. Les composants de la fusée doivent supporter ces énormes différences de température. Dernier élément pour augmenter la vitesse d'éjection des gaz, la forme de la tuyère. Elle est primordiale. Alors on aura d'autant plus de poussée que les gaz vont s'éjecter vers le bas avec la plus grande vitesse. Donc on va produire ces gaz dans la chambre de combustion et ils vont être tout d'abord accélérés par cette partie de tuyère convergente et de nouveau accélérés encore plus par cette partie qui s'évase et qu'on appelle le divergent. Et cette tuyère doit être aérodynamique. Pendant sa traversée de l'atmosphère terrestre, il ne faut pas qu'elle freine la fusée. Équipée de cette façon, une fusée Ariane 5 que l'on voit ici développe une poussée gigantesque. En effet, les gaz permettent de soulever 1400 tonnes au décollage. Comme la fusée ne pèse que 700 tonnes, elle est soulevée comme une plume. Au bout de 10 minutes, elle est déjà à 200 km de haut, une belle performance. Et pourtant, le principe du moteur fusée n'a pas changé depuis 1926, date de son invention par l'américain Goddard. Alors, que nous réserve l'avenir ? On pourrait commencer par améliorer encore et toujours les performances des moteurs classiques tout en réduisant leurs coûts. On pourrait aussi envisager d'autres types de moteurs, comme la famille des Spike, qui sont des moteurs fusées presque classiques, qui adaptent leur fonctionnement à l'altitude comme s'ils changeaient de forme. On peut enfin rêver aux avions fusées qui décolleraient comme des avions et termineraient leur course sur orbite comme des fusées. Bref, les fusées et la conquête spatiale n'ont pas fini de nous faire rêver. Il faut ajouter que nos engins spatiaux sont encore désespérément lents, et c'est normal. Leur principe n'a pas vraiment changé depuis les premières fusées, celles de l'américain Goddard en 1926. Restons dans les voyages interplanétaires. On voit couramment au cinéma ou à la télévision des vaisseaux spatiaux se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière. Alors, est-ce toujours de la science-fiction? Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a enfin du nouveau dans ce domaine. Regardez. Voyager dans l'espace, sauter d'une planète à l'autre. Rien de plus facile à bord de l'Enterprise, le vaisseau de Star Trek. Mais dans la réalité, nous en sommes très loin. À côté de celui-ci, les vaisseaux spatiaux de l'an 2000 sont d'une lenteur désespérante. Prenons par exemple les sondes que l'on envoie vers Mars. La dernière va mettre 12 mois pour atteindre la planète rouge. Et pourtant, le voyage Terre-Mars n'est qu'un saut de puce à l'échelle astronomique, 86 millions de kilomètres seulement. C'est que pour arriver sur Mars, les sondes font bien des détours, ricochant derrière le Soleil pour prendre de la vitesse. En ligne droite, la durée du voyage serait divisée par 4, mais cela nécessiterait 20 fois plus de carburant et donc une fusée au décollage 20 fois plus grosse. Impensable. Résultat, à ce rythme, il faudrait 15 000 ans pour franchir les 4 petites années-lumière qui nous séparent d'une éventuelle planète tournant autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous. Si nos fusées sont lourdes et lentes, c'est à cause de leur moteur. Depuis 50 ans, toutes marchent sur le même principe, la réaction grâce à l'expulsion rapide de gaz brûlants. Il faut donc emporter 2 gaz pour qu'une combustion se produise et chauffe le mélange. Par exemple, l'hydrogène et l'oxygène. Et même très comprimé, cela prend de la place. Mais aujourd'hui, il y a enfin du nouveau. La sonde américaine Deep Space possède un moteur révolutionnaire. Il n'y a plus qu'un seul gaz, le xénon, éjecté à très grande vitesse. L'énergie, c'est de l'électricité, produite sur place grâce aux grands panneaux solaires de la sonde. Le principe est simple. Un champ électrique puissant active les atomes de xénon, comme dans le tube de votre téléviseur. Ensuite, ces ions sont expulsés dans l'espace grâce à un champ magnétique. Vitesse d'éjection 100 000 km/h. Avantage du système, il divise par 10 la quantité de gaz à emporter, de quoi alléger sérieusement les fusées.
Deuxième problème, la vitesse. En améliorant les moteurs au maximum, nos sondes ne devraient pas dépasser les 150 000 km/h. Or, à ce rythme, il faudrait tout de même 7000 ans pour parcourir une petite année-lumière, l'unité de base des distances entre les étoiles. Pour l'instant, nous sommes donc condamnés à ne visiter que les planètes voisines. L'espace profond nous est interdit. Mais on entrevoit déjà un moyen d'aller beaucoup plus vite. Il consiste à utiliser la lumière comme moyen de propulsion. Par exemple, celle qu'envoie le Soleil. La lumière est constituée d'innombrables particules, les photons, qui poussent les objets qu'elle rencontre. Les scientifiques ont ainsi imaginé de superbes voiliers de l'espace qui voyageraient ainsi aux confins de l'univers. Mais plus on s'éloigne dans l'espace, plus la puissance lumineuse du Soleil diminue. Alors, que faire lorsque l'on sera loin du Soleil? Décembre 97, désert du Nouveau-Mexique. Tout est en place pour une des plus fantastiques expériences de cette fin de siècle. Faire voler un objet sur un tapis de lumière, fourni ici par un laser très puissant. Premier vol réussi. Évidemment, pour l'instant, le vaisseau spatial ne fait que quelques grammes. Mais on peut imaginer à l'avenir des lasers très puissants, placés sur des satellites tournant en orbite autour de la Terre. Ces lasers pousseraient à des vitesses proches de celles de la lumière de vraies sondes spatiales. Cette technique nous ouvrira-t-elle enfin la porte des étoiles ? Rappelons que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Petit calcul, si cette technique est vraiment mise au point, il faudra seulement entre 4 et 23 minutes pour parcourir la distance Terre-Mars. Restons dans le futur en l'an 2100. Fini fusée ou vaisseau spatial, imaginez que l'on puisse aller dans l'espace en montant simplement dans un ascenseur. Science-fiction, et pourtant, découvrez cette incroyable aventure technologique, l'ascenseur spatial. Aujourd'hui, le seul moyen d'aller dans l'espace coûte horriblement cher, c'est la fusée. Dans un siècle, celle-ci sera peut-être remplacée par une technologie 100 fois plus économique. Nous allons faire un saut dans le futur en l'an 2100. Nous voici sur le chantier du premier ascenseur spatial. Les travaux ont commencé il y a tout juste 4 ans. L'une des tours est déjà pratiquement terminée. Nous sommes tout près de l'équateur. Cette tour, c'est le point d'ancrage d'un câble gigantesque qui reliera la Terre à une station spatiale en orbite géostationnaire à 36 000 km de haut. Une orbite qui n'a pas été choisie au hasard. À 36 000 km d'altitude, au-dessus de nos têtes, vraiment à la verticale, les satellites vont exactement à la même vitesse que la Terre. C'est donc très simple de réaliser une jonction entre la Terre et la station orbitale grâce à un câble très léger, très solide, dont voici un élément qui est constitué en nanotubes de carbone. Ce matériau, découvert en 1991, est 6 fois plus léger et 100 fois plus solide que l'acier. C'est grâce à lui que l'ascenseur orbital est devenu possible. Dans l'espace aussi, les travaux ont commencé. Le câble va être dans quelques jours lentement descendu vers la Terre. Il faudra l'accrocher solidement. Dans les basses couches de l'atmosphère, il devra résister au vent. C'est le long de ce câble que circuleront les cabines magnétiques de l'ascenseur. Vitesse dans le vide spatial, 6000 km/h. Durée du voyage Terre-Station spatiale, 6 heures. L'électricité nécessaire à la propulsion des cabines sera produite sur place grâce à des capteurs solaires. Pour alimenter le système de propulsion, tous les 1000 km seront placés des panneaux solaires qui produiront environ 70% de l'énergie nécessaire. Les 30% restants seront récupérés à partir de l'énergie perdue lors du freinage des cabines descendantes. Revenons dans le présent. L'ascenseur spatial est-il une utopie ou un vrai projet pour le siècle à venir? Nous avons posé la question à Nicolas Prantzos, un astrophysicien. Le grand problème, c'est la construction de l'ascenseur. Elle mettra en œuvre des câbles gigantesques. Il faut que le poids du câble qui descend vers la Terre soit équilibré par un autre câble, une autre excroissance qui sort du satellite et qui va dans l'espace lointain. Et quand la construction sera terminée, de manière plus ou moins symétrique, il y aura un deuxième câble qui partira du satellite géostationnaire jusqu'à une distance de 110 000 km, un tiers de la distance Terre-Lune. De cette manière, le système sera complètement équilibré. Mais cela fait 110 plus 36 égale 146 000 km de câbles à envoyer dans l'espace. Il y en aurait aujourd'hui pour des centaines de milliards de francs.
Voilà pourquoi il faudra attendre longtemps avant de prendre un ascenseur pour les étoiles. Malheureusement, je ne serai pas là pour voir cela. Autre grand défi des astronomes pour les années à venir, la conquête de Mars. Pour l'instant, on se contente d'y envoyer des engins automatiques, mais dans quelques années, c'est l'homme lui-même qui posera le pied sur le sol de la planète rouge. Ce sera le début d'une grande aventure qui finira, tenez-vous bien, par la transformation de Mars en une planète habitable comme la Terre. Comment va-t-on procéder? Découvrez les techniques de la terraformation. Ames, près de San Francisco, une ancienne base secrète de la marine américaine dans laquelle nous avons pu pénétrer pour rencontrer les scientifiques qui préparent les futures missions martiennes. Le programme n'est pas encore officiel, mais le but ici, c'est bien de préparer la colonisation de la planète rouge. Pour étudier Mars, la NASA a fait appel aux meilleurs géologues du monde. Edmond Grain et Nathalie Cabrol sont français. Ils sont chargés de choisir les régions les plus propices à une future mission d'exploration de Mars. À 70 mètres de résolution. Depuis peu, ils disposent d'un outil révolutionnaire, un simulateur de planète. Unique au monde, il offre une vue de Mars en 3 dimensions et à 360 degrés. Elle a été reconstituée grâce aux images envoyées par le robot Pathfinder qui a été sur Mars en 1997. Cette vue permet aux chercheurs de voir le relief comme s'ils étaient sur la planète rouge. D'un seul coup, vous avez le relief, vous avez ces espèces de petites crêtes que l'on découvre beaucoup mieux, et la distribution des rochers tout autour. Et puis, par exemple, un petit peu dans cette région-là, vous allez commencer à voir des roches qui sont disposées d'une manière bien particulière, et ça nous donne des indices. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là dans Pathfinder? Dans la région de Pathfinder, vous avez des collines, vous avez des petites dunes, et vous avez ces crêtes qui ondulent gentiment comme ça, et lorsque l'on regarde et que l'on corrèle ces images avec les images d'orbite que l'on a grâce à Viking ou Surveyor, on se rend compte qu'elles sont alignées dans le sens de la direction d'une ancienne rivière et d'un ancien flot. Cette vue en 3 dimensions permet d'apprécier plus facilement qu'avec des photos prises par satellite les endroits intéressants pour l'exploration et où on enverra les futures missions humaines sur Mars. Mais avant d'envoyer des hommes, un véritable débarquement de sondes et de robots aura lieu. La prochaine étape pour les scientifiques, c'est de ramener des échantillons de roches martiennes sur Terre. Ces roches sont en effet un précieux indicateur pour les géologues. Elles permettront de savoir enfin quelle quantité d'eau demeure cachée dans le sous-sol martien. Une information vitale pour la colonisation de Mars. Et pour commencer, pour déterminer où se posera le premier homme sur cette planète. Si j'avais à envoyer un premier équipage martien, je l'enverrais volontiers dans cette région qui est la région du cratère Gusev et qui se trouve dans la région tropicale de Mars, dans l'hémisphère sud. Et là, vous avez les indications d'une vallée très profonde qui a coulé pendant de nombreuses années en différents épisodes. On ne sait pas combien de temps chaque épisode, mais de nombreux épisodes, avec la formation d'un delta et puis aussi la présence d'un lac. Et l'homme, s'il veut survivre sur Mars, il a besoin d'eau aussi. Il a besoin d'eau non simplement pour vivre tous les jours, mais aussi pour faire des ressources et pour entretenir sa base et avoir de l'énergie et pouvoir survivre. On espère que l'eau est toujours présente sur Mars, dans le sous-sol de Mars. Et donc les endroits où l'eau est possiblement aujourd'hui, c'est les endroits où on veut aller pour mettre des bases martiennes. Mais chercher des lieux d'atterrissage pour les futures missions martiennes, ça se fait également sur Terre. Nous sommes dans la Death Valley, le désert de la mort près de Las Vegas. Si le ciel n'était pas bleu, on pourrait se croire sur Mars. Pour les scientifiques de la NASA, ce paysage aride ressemble à s'y tromper à certaines régions de la planète rouge. Voici un immense lac asséché et très plat dans le désert de Mojave. C'est un très bon exemple de ce que l'on peut trouver sur Mars. Un endroit où il y a eu de l'eau, peut-être de la vie, et maintenant il est sec. C'est très joli, c'est très plat, on pourrait atterrir ici et conduire un véhicule. Imaginez que nous soyons des astronautes dans un véhicule pressurisé et que nous traversions Mars, nous pourrions conduire et voir des paysages comme celui-ci. On chercherait des lacs, des traces de vie, prêts à sortir avec une perceuse pour creuser le sol. Pas de signe de végétation, pas de signe de vie. Parmi les meilleurs lieux pour atterrir sur Mars et où on pourrait trouver de l'eau en sous-sol, il y a le cratère Gusev, un cratère de 100 km de profondeur et de 1000 km de diamètre. Et Mars, ce sont aussi les plus hautes montagnes et les plus grandes plaines de tout le système solaire. Le choix est donc vaste. Mais aller sur Mars, c'est une aventure hors du commun. Au plus près de la Terre, la planète rouge est quand même à 55 millions de kilomètres.
Les sondes automatiques mettent jusqu'à 1 an pour faire le voyage. Pour l'homme, il faudra réduire cette durée à 6 mois. Mais aucune fusée n'est aujourd'hui assez puissante pour envoyer des hommes vers Mars. Il va donc falloir construire des engins 20 fois plus gros que ceux qui existent actuellement. Mais le plus gros souci des scientifiques de la NASA, c'est d'arriver à maintenir en vie et en bonne santé des astronautes pendant leur voyage vers Mars. 6 mois à l'aller, 6 mois au retour et au moins 6 mois sur la planète, 18 mois dans l'espace. Cela fait pourtant des années qu'avec la station Mir, on envoie des hommes longtemps dans l'espace. Mais ils étaient ravitaillés régulièrement et pouvaient, en cas de problème, revenir à tout moment. Ici, ils devront être autonomes. Alors comment les nourrir pendant 1 an et demi? Des rations en conserve prendraient trop de place. Les astronautes devront fabriquer eux-mêmes leur propre nourriture. Ce que nous avons ici, c'est de la salade que l'on va cultiver sur la station spatiale et plus tard dans la future base martienne. Ce sont des plantes salades, ici plus exactement des épinards, qui servent à apporter un repas plus équilibré aux astronautes. Ce sera également un système de régénération. Tous les déchets produits par l'homme seront utilisés pour faire pousser ces légumes. Des légumes qui serviront eux-mêmes à nourrir les astronautes pendant leur mission. Ces plantes seront la base de la survie des astronautes. Elles leur apporteront à la fois la nourriture, mais aussi l'air pur, car elles transforment le gaz carbonique de l'air en oxygène. Des expériences en total isolement ont été réalisées sur Terre. Des prisonniers volontaires ont fait pousser du blé pour se nourrir. Ils ont même recyclé l'eau qui s'évapore des plantes pour l'utiliser comme une eau de boisson. Ce système en circuit fermé fera donc vivre plusieurs mois les premiers explorateurs de Mars. Deuxième problème, maintenir en bonne condition physique l'équipage. Un séjour de 6 mois dans l'espace provoque chez les astronautes une atrophie des muscles et une fragilisation des os à cause de l'absence de pesanteur. C'est pour cela qu'ils doivent pratiquer 4 heures de sport par jour. L'une des solutions inventées par les auteurs de science-fiction et reprise dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est cette immense roue qui reproduirait grâce à la force centrifuge la gravité terrestre. Mais cela coûterait bien trop cher. Cette roue, pour être efficace, devrait mesurer plus d'1 kilomètre de diamètre. La solution trouvée par les ingénieurs de la NASA, la voilà, une sorte de manège qui serait installé dans le vaisseau voyageant vers Mars. Il permet à la fois de faire du sport et de rétablir la pesanteur terrestre. Si quelqu'un pédale 1 heure par jour dans l'espace avec cet appareil qui reproduit 5 fois la pesanteur terrestre, ça a le même effet que passer 24 heures sur Terre. Que ce soit cette centrifugeuse à pédales ou le système de recyclage à base de plantes, tout est presque prêt pour être intégré dans la première base martienne. Voilà l'un de ses concepteurs. Il s'appelle Pascal Ly. Comme Nathalie Cabrol, il est français, également géologue, et cela fait 10 ans qu'il travaille pour la NASA à l'exploration de Mars. Dans ses cartons, la future base martienne. Un habitat de 8 mètres de haut qui servira non seulement au voyage entre la Terre et Mars, mais qui deviendra ensuite la première base humaine sur la planète rouge. Lorsque vous arrivez dans cet habitat, et ce sera votre maison pendant tout votre séjour sur Mars, jusqu'au temps du retour. En dehors de l'élément central, qui comporte l'étage du dessous, où vous aurez, si vous voulez, un atelier général, ainsi que l'endroit où vous réparerez et utiliserez vos scaphandres pour sortir. Vous aurez un étage du dessus, où vous aurez les chambres à coucher, la cuisine, la salle d'opération. L'étage propre est au-dessus, l'étage sale, entre guillemets, c'est en dessous. C'est là que vous couperez vos roches, où vous engendrerez peut-être pas mal de poussière, etc. Et la NASA a même imaginé la première mission martienne. Tout d'abord, un vaisseau apporte un réacteur nucléaire, c'est la centrale électrique de la base. Quelques mois plus tard, les premiers hommes se posent donc dans leur vaisseau habitation. Au fil des jours, ils déploient des panneaux solaires, un garage gonflable et même une serre pour fabriquer leur nourriture. La colonisation de Mars aura commencé. L'étape suivante, c'est alors l'exploration de la planète. L'une des étapes premières consiste à créer une infrastructure logistique sur Mars. C'est un petit peu comme l'approche que nous utilisons pour explorer l'Antarctique. Vous créez d'abord une petite ville, une petite base, une infrastructure, et à partir de ce point-là, vous explorez le reste du continent. Retour dans la vallée de la mort. Chris McKay imagine même faire vivre des hommes en permanence sur la planète rouge. Dans ce désert, comme sur Mars, on peut trouver dans le sol les éléments pour faire vivre une population entière.
Quand les gens iront sur Mars, ils auront besoin d'oxygène, comme sur Terre. Quand l'homme est allé sur la Lune, il a dû emporter avec lui tout ce dont il avait besoin. Mais sur Mars, on peut fabriquer des choses sur place. Il y a du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et on peut l'utiliser pour fabriquer de l'oxygène. Les plantes peuvent le faire, mais on peut aussi le faire avec des machines. Pour l'eau, c'est pareil. Il y a de l'eau dans l'atmosphère, mais aussi dans le sol. Le sol martien est composé de rochers qui paraissent très secs, comme celui-ci qui semble très sec. Mais lorsqu'on le chauffe, il libère de l'eau, à peu près 1% par kilo. C'est ce qui nous permet d'imaginer une immense base sur Mars qui serait entièrement autonome parce que tout ce dont on a besoin, la nourriture, l'eau, l'oxygène, se trouve sur la surface martienne. Mais ce chercheur va encore plus loin. En donnant un petit coup de pouce à Mars, on pourrait la rendre vivable comme la Terre, en pratiquant le terraforming. Le terraforming, c'est recréer une nouvelle Terre à partir de Mars. Il suffirait d'envoyer dans l'atmosphère de Mars du gaz carbonique et des gaz à effet de serre pour la réchauffer. En quelques centaines d'années, la température augmenterait, faisant fondre la glace qui se trouve au pôle et sous la croûte martienne. L'eau reviendrait à la surface. Il n'y aurait plus alors qu'à introduire des plantes adaptées qui dégageraient de l'oxygène. Par exemple, des algues microscopiques capables de se développer dans les pires conditions. Ces algues, Chris Mackay les a trouvées en plein cœur du désert, à l'intérieur de rochers. Elles sont ainsi capables de vivre sans eau et à des températures incroyables. Grâce à elles, Mars pourrait devenir une nouvelle planète bleue. Dans un sens, les algues ont créé la Terre comme elle est aujourd'hui. L'oxygène que nous respirons a été créé par les algues. Cette sorte d'algues précisément. Ça a été l'un des premiers organismes terrestres et c'est le premier organisme qui pourrait faire de Mars un environnement où pourrait se développer la vie. Ces algues vont créer de l'oxygène et de la matière organique et finalement, au cours du temps, elles vont créer un environnement pour que les autres formes de vie se développent. L'idée paraît folle, mais elle est aujourd'hui réalisable. Dans 20 à 30 ans, l'homme débarquera donc sur Mars, et dans 1000 ans, les premiers enfants martiens pourront se promener dans ce paysage comme s'ils étaient sur Terre. L'homme aura commencé à coloniser l'espace. Après avoir marché sur la Lune, l'homme rêve d'aller encore plus loin. Mars, Jupiter, les étoiles, les planètes de la Voie lactée, plus loin les galaxies d'Andromède, les planètes à visiter ne manquent pas. Et l'exploration de l'espace n'en est qu'à ses balbutiements. Maintenant que vous en savez plus, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.